Et comme toujours, on attend la toute fin de l'émission pour dire que si vous aimez, les 5 commentaires et 5 étoiles. C'est ça. Parce que je rappelle que la justice n'est pas affaire de popularité, mais le podcast, par contre, oui. Oui. Mais je crois que je mettrai cette phrase-là qu'on entend maintenant, qui dit qu'il faut mettre 5 étoiles au podcast sur partout où vous pouvez, au début de l'émission. Comme ça, ça au début de l'émission et à la fin de l'émission. Voilà. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Oh, mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Pauvre bureau, pauvre bureau. Pauvre bureau. Bonjour et bienvenue dans le Random Culture Club, épisode 12, 13 ou 14, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Un podcast où, vous le savez, on s'amuse à tirer au sort des pages Wikipédia et à vous dresser des chroniques culturelles qui s'y rapportent. Je suis Martin, je parle très très fort dans mon micro, je vais essayer de le baisser un peu pour que ça soit plus sympathique à entendre. Je suis entouré de Sylvain et Florence pour mener à bien cette mission. Comment allez-vous madame ? Ça va bien, merci. Je voulais vous dire que j'avais écouté le dernier épisode hors série et que c'était super, hein. Franchement c'était tellement bien que j'ai hésité à revenir du coup, mais non en fait on pourra faire mieux. Merci, c'est gentil. Non, moi ça va bien, écoutez, ce podcast c'est un peu ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins, mais ça va, non, ça va rudement bien. Et on est très satisfait du Random Pop Club, on en refera un bientôt. Ouais, donc on avait... Même il y a des gens qui nous écoutent apparemment. On avait fait effectivement un hors-série qui s'appelait le Random Pop Club 1979 où pour suite à un cheminement dont je ne me souviens plus exactement, on avait décidé de parler de chansons de 1979. On avait été rejoint pour l'occasion par Max Besnard, qu'on remercie, qu'on embrasse, et voilà, écoutez, on était content de le faire, j'ai l'impression que vous étiez content de l'écouter. Même si on a eu quelques jérémiades habituelles parce que il n'y a pas Bonnet M, il n'y a pas machin truc, il n'y a pas machin son disco préféré de 1979. Oui, bah faites-le votre podcast et puis c'est tout. Et il y a du Sardou aussi. Évidemment, c'était sûr. Non, il y a eu un gros débat sur est-ce qu'on a choisi la bonne chanson de Jodassin. Moi j'ai respecté les règles constatées par l'huissier. 1979 c'était le marché. Mais on a été extrêmement rigoureux, on a que des chansons de 1979 bien sûr. Ou des chansons avec 1979 dans le titre, ou avec 1979 dans un groupe ou avec voilà, il y avait 1979 ou avec un chanteur qui avait 1979 tatoué sur son front. Bref. Voilà, c'était plus compliqué à trouver, mais la dernière fois on a tiré au sort, alors c'était pas la dernière fois du coup, la dernière fois c'était le Random Pop Club et on parlait des chansons de 1979, donc lors du pénultième épisode nous avons tiré au sort au bout de la nuit dans un contexte assez épique, on était fatigués, il était bientôt 23h, vous vous rendez compte, le sujet suivant qui est la corruption politique ou la politique de la corruption. La corruption politique est... Non, c'est la corruption politique qui est un détournement de l'utilisation du pouvoir public dans le but d'en retirer des avantages illégaux. Cela intéresse le monde politique comme politique, partis politiques, élus, membres du gouvernement. Et pas femme politique, vous noterez, ça n'est pas précisé. C'est un truc d'homme. C'est un truc de bonhomme, la corruption. En même temps, c'est bien parce qu'on est un peu dans l'actu là quand même. En même temps, on est toujours... toujours dans l'actu, ce qui est bien avec la corruption politique. Non mais là vraiment niveau timing, le random a super bien fait les choses. Et là, c'est l'émission idéale entre deux élections. Ouais, entre deux élections. Deux élections importantes pour notre pays. Deux élections, le verdict de l'affaire Fillon, et aussi, on a tué Régine. Oh l'argent, pardon, excuse-moi. J'ai failli le dire. On s'excuse auprès de la famille de Régine. Parce qu'on a parlé de Régine dans on a parlé de dans le Random Pop Club et elle en est morte. Enfin,
Voilà. Et tu survivras en plus. Bon, bref. Donc, on n'est pas responsable de tous les maux du monde, rassurez-moi. Non, alors la corruption politique, c'est prouvé que ça a commencé bien avant le Random Culture Club. Bon, ça va. Peut-être qu'on va y mettre fin ce soir. peut-être. Comme on a mis fin à Régine, C'est ça. j'ai un doute. J'ai un doute quand même. Peut-être que l'argent sera rendu. Peut-être. T'as dit, pour revenir à Régine, on nous bassine quand même vachement avec le genre faut bien manger, faut se coucher tôt et tout. Enfin, moi, elle me donne foi du coup. Il faut faire la teuf, boire des bières et faire n'importe quoi. Écoute, visiblement, il y en a qui ça réussit et pas à son âme. Franchement, je pense que c'est bien éclaté et qu'elle a bien régalé plein de gens aussi. Ouais. Voilà, bref. Vive la Pas nuit. bien, c'est qui le plus fort, Régine versus Michou. Ok, je veux en être. Bon, allez, on va écouter un jingle et puis après on va parler. Très vite. La vie est faite d'une multitude d'instants. La mort est un instant unique. Et l'amour. Ça parle de Parler nous. d'amour, c'est la chose la plus difficile au monde. Le pudeur s'en mêle, les grandes phrases sont creuses, des petits mots superficiels. Les adolescents, les Roméo et Juliette de ce siècle finissant, ont leurs mots à eux pour parler d'amour, comme ceux des générations précédentes. Ils se cachent derrière des formules du genre « Elle me branche cette nana », mais pas toujours. Les romantiques sont toujours là. C'est déjà si difficile de Marre parler de cette d'amour à deux. nana là, marre de cette À 3, c'est encore une autre histoire. C'est beau, punaise. Putain. Sacré Pierrot. Ah là. Alors on a un programme très chargé, on va faire 3 chroniques, une musique, une ciné, une série. J'aimerais bien commencer par la chronique musicale, si la personne qui est en charge de la chronique musicale est d'accord. Je suis totalement d'accord et totalement parti et partant. Ça n'a pas été simple de trouver un peu de musique, de chansons qui parlent de corruption. Alors j'avais trouvé un truc un peu obscur, un album qui s'appelait Corruption, Lie et je ne sais plus quoi, d'un groupe très obscur qui s'appelle Nouvel Ordre, mais ça me semblait un peu un truc de droite. Donc je me suis dit, on va avoir des problèmes encore. Hein. Déjà la dernière fois j'avais parlé de Michel Thor, ça m'a valu une avalanche de commentaires haineux. Donc j'ai trouvé une chanson sur la corruption. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Oui, Dans il sa est la fonction corruption. assise, comme une La chanson s'appelle Corruption sur une musique de Romain Humeau du groupe Eiffel. C'est extrait du 23e album studio de l'auteur, compositeur, interprète Bernard Lavillier. L'album s'appelait Sous un soleil énorme, il date de 2021. Bernard Lavillier, bon bah vous le connaissez, il est né le 9 octobre 1946 à Saint-Étienne. Ou à Firnimy, selon les sources. Oui, parce qu'il y a 2 sources, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est né. C'est tout Bernard, ça, une vie faite de mystères, de voyages à travers le monde, une centaine de rencontres et surtout 1000 métiers. Hey Bernard Lavillier, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavillier, ah c'est peut-être obstétricien, ah non tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes Les boucles d'oreilles Fatal que t'avais Picard, filées des guerriers Bernard russes que t'avais Lavillier. filés. C'est tellement beau d'avoir une chanson dédiée à Bernard Lavillier que je me suis dit c'est l'occasion rêvée de vous parler des Fatal Picard. Les Fatal Picard, alors ils sont pas forcément Picard, on n'en sait rien. La légende dit que le groupe s'est formé à peu près en 2000, que une fois ils ont chanté une chanson avec l'accent Picard et que quelqu'un aurait dit « Oh là là, ce truc en Picard, c'est trop fatal ». Moi je dis pourquoi pas, c'est possible. Alors les Fatal Picard, c'était avant tout, au tout début, plutôt des chansonniers plutôt que des vrais musiciens. C'est-à-dire que la musique, ça passait plutôt en second plan. Ils étaient plutôt là pour faire des blagues, ils s'en moquaient un petit peu de l'aspect musical de ce qu'ils faisaient. Hein. C'était plutôt des sketchs, plutôt des choses comme ça. Et en fait les choses vont prendre une tournure
avec l'arrivée de Paul Léger en 2005, qui avait été découvert lors d'un concert avec son groupe qui s'appelait La Sex Bomb, qui vient dans le groupe d'abord en tant que guitariste et puis en tant que chanteur, et cet album sur lequel il y a Bernard Lavilliers qui date de 2007, qui s'appelle Pamplemousse Mécanique, c'est là où pour la première fois ils vont vraiment faire des morceaux qui tiennent la route et qui ne sont pas que des blagues. Il y aura toujours de l'humour, il y aura toujours des chansons un petit peu gag, mais il va y avoir un soin qui va être beaucoup apporté à la musique, beaucoup plus que c'était le cas avant. Alors on va parcourir un petit peu la discographie justement à partir de ce moment où la musique est devenue un peu plus importante, mais on va prendre ce qu'on appelle un peu le chemin de traverse, parce qu'en fait les Fatal Picard, on les connaît pour plusieurs choses. On les connaît pour l'avoir participé à l'Eurovision, on les connaît pour avoir eu une chanson censurée sur la mort de Johnny. Ils imaginaient qu'est-ce qui se passerait lors de l'enterrement de Johnny, chanson qui a été la maison de disques a dit en fait non, parce qu'on a la même maison de disques que Johnny. Blague à part, en fait au début la maison de disques avait dit c'est génial, on adore, on vous soutient, et dès l'instant où l'entourage de Johnny a dit en fait nous on n'aime pas trop, la maison de disques a dit maintenant en fait nous non plus on n'aime pas. Menteur. Chaque chanson, il y a un petit thème, et c'est jamais des thèmes. C'est jamais des thèmes qu'on s'y attend. Par exemple, ils ont une chanson sur les profs qui s'appelle La sécurité de l'emploi. Il y a une chanson sur l'album Pamplemousse Mécanique, une chanson sur la Française des Jeux, une chanson sur la beaufrie qui s'appelle Au mariage de Kevin et de ma sœur, avec cette phrase que j'adore, parce que leur joli discours, leur coming out politique, même la fin de Festeng, c'était plus bucolique. Et il y a une chanson qui a commencé à un petit peu à marcher, qui a fait un petit peu le tour et qui justement résume aussi bien ce que c'est les Fatal Picard, c'est cette chanson. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la. Mon père était tellement de gauche. Alors, je vais vous faire moi aussi mon coming out politique. Mon papa, il est de gauche, et bien communiste. Donc, cette chanson, évidemment, me parle, mais parle aussi à plein de gens, parce que c'est un peu tous les clichés du communisme, et surtout c'est une chanson qui est un petit peu douce amère, et en fait cette ambiance douce amère, alors que la plupart du temps c'est quand même les Fatal Picard des choses un petit peu qui envoient du bois, il y a beaucoup de guitare tout le temps, il y a toujours beaucoup c'est rock, puisqu'ils se définissent eux-mêmes comme un groupe surtout de scène, c'est-à-dire qu'en fait ils testent leurs chansons sur scène ils font des grandes tournées, ils font beaucoup de choses, et donc chaque chanson est plutôt dynamique, mais dans chaque album on trouve des petites chansons qui sont un tout petit peu différents, un petit peu à côté. Sur l'album d'après qui s'appelait Le sens de la gravité, on va trouver une chanson, je vous ai parlé des thèmes étranges, il y a une chanson qui s'appelle Le combat ordinaire, qui est une chanson sur les ouvriers, avec cette petite phrase: certains soignent leur peur du vide à coups de 21 avril. C'est assez joli et ça résume beaucoup de choses. Et il y a aussi cette chanson qui est, à mon sens, assez jolie. Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins, pourvu que je sois Don Quichotte, pourvu qu'il y ait des moulins, sous un soleil qui vaut de l'or, avec la mer qui campe au loin, poussant ses vagues au creux d'un port, très loin du canal Saint-Martin. Canal Saint-Martin, il y a une petite référence dedans à Don Quichotte. C'est pas pour rien, cette chanson elle raconte l'histoire d'un SDF qui est au bord du canal Saint-Martin à Paris, et Don Quichotte, c'était surtout les enfants de Don Quichotte, une association française qui a été beaucoup médiatisée à la fin des années 2000, avec notamment Augustin Legrand qui est un acteur et qui ont eu comme envie de prendre la défense justement de tous les SDF qui à l'époque étaient le long du canal Saint-Martin, très très loin de l'ambiance Amélie Poulain, et cette chanson justement décrit le quotidien d'un SDF et qui rend hommage au travail d'Augustin Legrand et des enfants de Don Quichotte. Quand je vous disais que c'était à la fois un groupe drôle et à la fois un groupe qui dénonce, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait ils ont une vraie derrière. Quand je vous parlais qu'ils parlaient des ouvriers, ils parlaient des SDF. Martin ? Alors, je me permets une minute d'auto-promo, puisque tu parles des enfants du canal Saint-Martin. Il faut savoir que de cette crise est née un mouvement local rattaché à Emmaüs qui s'appelle Emmaüs Défi,
Et j'avais eu l'honneur et Défi, le privilège de faire un reportage podcast sur sur l'activité de Emmaüs Défi l'année dernière, et ça s'appelle Emmaüs Défi, une histoire solidaire, et franchement c'est hyper bien. Je sais pas parce que je l'ai fait, mais c'est parce que les gens qui parlent dedans alors je l'ai écouté, sont c'est hyper hyper intéressant, bien. c'est hyper positif en fait, et c'est franchement ça donne le moral en fait à écouter, donc je vous le recommande une fois de plus. C'est pas parce que je l'ai fait, mais c'est juste parce que je trouve que les gens qui parlent dans ce documentaire méritent d'être écoutés. Voilà, c'est tout. Fin de la parenthèse. Donc vous l'avez vu, c'est des thèmes qui sont un petit peu à côté. Ils ont même des thèmes sur les gens. En fait, c'est ça qui est assez intéressant chez les Fatal Picard, c'est qu'ils parlent des gens. Il y a une chanson qui s'appelle Noir avec un petit S qui est sur le rock indé, mais pas sur le rock indé vraiment, sur les fans de rock indé, sur ce que sont devenus aujourd'hui les fans de la Mano Negra, les fans de Noir Désir et les fans des Berruriers, bon bah forcément noirs. Et donc ça donne une chanson très enjouée, très pam pam pam, mais on est sur l'à côté, on est sur Elle que me son déprime cette chanson. Ah bah oui, on est sur l'à côté. Il y a sur le même album Coming Out en 2011, il y a une chanson sur le coming out, il y a une chanson sur le retour à la terre, sur un Parisien qui s'installe à la campagne, il y a une chanson sur Poutine qui est vraiment paf dans l'actu aussi, et il y a Tonton. Aujourd'hui, tonton est mort, son cœur battait hier encore. Il aura traversé le temps, loin des soucis, loin des tourments. Il s'en ira demain matin, tutoyer les anges du Seigneur, au paradis des amateurs. Je vous ai mis que les plombantes, je vous préviens. Tonton était un homme bien, sûrement le meilleur des pères. Comme hier, moi je me souviens des étés au bord de la mer. Un groupe qui fait un peu du punk avec un quatuor à cordes qui rend hommage à un certain Tonton. Pourquoi cette chanson elle est géniale ? Eh ben je peux pas vous le dire parce que je ne veux pas vous la spoiler, parce que comme dans une nouvelle, l'art de la nouvelle est souvent résumé à l'art de la chute. C'est-à-dire, en gros, on va construire quelque chose très rapidement en un petit château d'ombre et paf, toute la chute va faire descendre le château d'ombre. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette chanson. Donc je ne vais pas vous la spoiler, je vais vraiment vous l'encourager à l'écouter. Elle sera évidemment dans la playlist Spotify du Random Culture Club. C'est justement là le talent, c'est-à-dire où on arrive à toucher du doigt l'écriture, le talent d'écriture, le talent de mise en scène, c'est-à-dire où on va avoir un décor dépeint en très peu de temps, très peu de mots, et où une chute va vous cueillir. Parfois la chute peut être drôle, parfois la chute peut être tragique. Je vous laisse juge sur la fin de Tonton. Je veux pas vous la raconter. Est-ce que vous connaissez Tonton, Flo et Martin? Est-ce que vous l'avez écouté celle-ci ou pas? Non. Ouais. Non, donc tu connais la chute, Flo. Je sais pas ce que tu me diras après si ce que tu en penses. Ouais. On continue dans l'aspect. Parfois, la drôlerie, c'est aussi un petit peu se parler simplement du quotidien et forcément de l'amour. L'amour à revendre, du bonheur à foison, du soleil en décembre, l'éternité pour horizon. Cette chanson sur l'amour à revendre, en fait, c'est un peu les vieux Jacques Brel, mais version Fatal Picard. On est dans quelque chose à la fois de toujours très sensible, très fin, qui va décrire la vie d'un couple entre le début où on a de l'amour à revendre et à la fin on a de l'amour à revendre parce qu'on n'en donne plus, en fait, tout simplement. Donc, je vous avais dit c'était très drôle. Mais je vous ai eu, parce qu'en fait, non, c'est super sensible, c'est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. Je vous ai appâté avec les vannes comme on appâte les moineaux, les pigeons sur le balcon quand on vit sa vie par procuration. Et ben moi, je vous ai eu avec les vannes, et en fait, non, vous allez chialer quand même. On continue un petit peu. Sur l'album suivant, en 2013, non, c'était celui-là, pardon, L'amour à revendre 2013, 7e ciel. En 2016, sortait Country Club avec cette chanson qu'on peut croire quasiment sans sens. Ça s'appelle Le Magnète du Jura. Le Magnète du Jura, pas celui du Tarn-et-Garonne, encore moins celui. Il y a plus de guitare là. Je veux le Magnète du Jura. Cette chanson est sur les frères Kouachi. Bah putain. Alors oui, ça peut vous paraître chelou. En gros, ça raconte l'histoire d'un mec qui fait un massacre pour avoir le Magnète du Jura. Et il est prêt à tuer tout le monde pour ça. Et donc, le texte raconte l'histoire d'un mec qui veut tuer tout le monde, qui veut buter tout le monde, qui tient des gens en otage pour
pour avoir son putain de manette du Jura. Et en gros, c'est ça. Ils essayaient de dénoncer l'absurdité des terroristes, l'absurdité du monde. C'était en 2016, hein, donc post-2015, où justement, et donc quand moi je l'avais pas, hein, c'est quand j'ai eu la chance de rencontrer Laurent des Fatal Picard dans le Camtar, qui m'a expliqué sur quoi était le vrai thème de la chanson. Et là, quand on le sait, on fait ah ouais, ok. D'accord. Ok, ouais, ça dénonce donc. Ça dénonce de manière très fine. Parfois, ça tire à balles réelles, hein, comme le cas avec Poutine, ou comme sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle Tais-toi et creuse, qui est sur les ouvriers qui fabriquent des stades au Qatar. Avouez que niveau sujet glamour, pourquoi pas. Voilà, mais ça dénonce. Enfin, 2019 est sorti le dernier album qui s'appelle Espèce menacée, et on va trouver 2 chansons qui résument à peu près ce que je vous ai dit. Cet arbre-là, c'est le mien, je l'ai salué chaque matin. Que tu faisais avant d'aller creuser la terre, faucher les blés? Il faisait froid, il y avait du vent, qu'importe pendant 40 ans. Ce fut moi la pauvre pomme qui s'en allait nourrir les hommes. Mon arbre, qui raconte l'histoire d'un agriculteur avec une chute encore, qui est assez facilement imaginable quand je vous parle d'arbre agriculteur. Hein. Vous voyez à peu près comment ça va finir. C'est que les arbres sont les amis de la justice. C'est exactement ça. Et donc, je vous l'avais dit, tendresse, mélancolie, douceur, etc. Mais il y a quand même aussi un petit peu d'énervement. Même si je vois bien que dans nos yeux, il y a moins de flammes, il y a moins de feu, moi j'aimerais redevenir un point levé dans un ciel de 1er mai. Je peux pas croire que t'aies oublié nos banderoles, Dans un ciel de 1er mai, une chanson qui dit que voilà, il faut pas se laisser avoir, on veut revivre le point levé comme dans un soir de 1er mai, avec une chanson qui est très énergique. Sur leur site, ils ont cette déclaration quand on leur dit vous êtes engagés, ils disent non, nous on fait des concerts, on fait pas des meetings, et ils disent nos chansons véhiculent une certaine idée de l'humain qui ressemble beaucoup à celle que la gauche au sens large a pu défendre depuis ses origines, mais la gauche dite de parti n'a pas l'apanage des idées de gauche. Donc voilà, c'est un couple de gauche, certes, avec beaucoup de contenus qui sont, on peut penser politiques, je ne sais pas, moi j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement politique, c'est surtout humaniste avant toute chose, avec un regard acéré sur la société et sur les gens. Il y a parfois très cruel, parfois très tendre. La chanson Coming Out sur justement le coming out est une chanson extrêmement tendre. Donc beaucoup de chansons qui sont très variées. Pourquoi je me suis focalisé non pas sur les débuts, sur Djembé Man, tout ça, parce que ça c'est vraiment des chansons, c'est du gag, c'est Djembé Man, tu joues du djembé et en plus tu joues mal et en plus tu joues fort. Voilà, donc il y a plus que ça, il y a parfois un petit peu de dénonciation. Vous connaissez peut-être l'histoire d'une meuf qui raconte l'histoire d'une artiste qu'on ne nommera pas, qui participe au concert des Enfoirés, hein, où l'artiste espère tenir Coluche par la main. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir et ça reste très très drôle, et surtout grâce au Fatal Picard, on a la meilleure phrase du monde qu'on a pu trouver sur la Bretagne. Dans tous les concerts de Nolwenn à Scorpion, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. Quand je vous disais que c'était drôle. Voilà, sur le Random Culture Club, vous aurez les chansons donc les plus déprimantes des Fatal Picard. C'est cadeau, ça nous fait plaisir, mais ça vous changera des chansons qui font rigoler, tout ça. On fera peut-être, si vous êtes supra-sage, les chansons les plus drôles des Fatal Picard. Je vous encourage à le découvrir. J'ai essayé de prendre un petit chemin de traverse, de pas tomber dans les chansons, les trucs les plus connus, mais de vous parler un petit pas d'à côté, comme on dit vulgairement. Merci beaucoup. Voilà pour moi, tout ça grâce à Bernard Lavillier. Merci Bernard. À noter que cette chanson-là qui passe se termine sur un concert du Mourine en plus. C'est ça, il n'y a pas de hasard. L'accident bête. Coïncidence? Je ne pense pas. Merci Sylvain, c'est cool. Enfin, franchement, tu sais, je suis pas persuadé. Enfin, malgré leur passage à l'Eurovision, qui est quand même le truc le plus what the fuck qu'on pouvait imaginer.
C'est vrai. Et pourtant, l'Eurovision, c'est sachant déjà... qu'on avait déjà eu Sébastien Tellier comme What the fuck inattendu. Malgré ça, je pense qu'ils sont quand même pas très très connus. Enfin, moi, en tout cas, j'avais jamais écouté jusqu'à aujourd'hui, quoi. Alors, je vais pas prendre mon cas pour une généralité, mais en tout cas, si je peux me permettre, ce matin. Une des choses aussi qui est pas mal les concernant, c'est qu'à un moment ils ont très vite fait le choix de l'autoproduction, c'est-à-dire qu'ils ont signé chez une major, mais après en fait ils ont financé tous leurs disques live, certaines tournées et les disques même maintenant. Le prochain disque va s'appeler Le Syndrome de Göteborg. Il y a la chanson qui est sortie qui est assez rigolote en fait. En gros c'est comme le syndrome de la Tourette, sauf que là la maladie de Göteborg c'est quand tu dis tout ce que tu penses mais sans filtre, quoi. Et en gros ils financent tout ça par crowdfunding et donc ils ont très souvent 100 000 euros pour faire un disque, ce qui est très confortable et ça leur garde une autonomie et une liberté. Donc ils ont aussi mis en application ce qu'ils disent, c'est-à-dire que c'est facile quand on vit bien chauffé de dire ah là là il faut baisser le chauffage. En tout cas moi ce qui m'a vachement touché et intéressé quand j'ai découvert ce matin les Fatal Picard, c'est que alors musicalement je t'avoue que j'avais un peu peur, surtout sur les premières notes et les premiers trucs que j'ai entendus. Je me suis dit oh là ça va me ramener vers des trucs que je veux plus écouter, que j'écoutais quand j'étais tout jeune et dont je veux plus, tu vois, genre les VRP ou des trucs comme ça. Et Ludwig van 88. Ouais, je me mets un peu à côté. Et finalement, en fait, c'est un autre délire quand même, malgré tout. Effectivement, musicalement, tu sens que c'est pas aussi fin que du Michel Sardou, par exemple. Mais en tout cas, non, ce que je veux dire, c'est que, enfin, tu sens que leur point fort, c'est quand même beaucoup l'écriture et l'incarnation, quoi, de ce qu'ils racontent. Et ouais, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir ça ce matin. Et j'ai tout de suite compris pourquoi tu les avais choisis au-delà du point Bernard Lavilliers. Mais oui, c'est politique sans être politisé. Et même si on sent qu'ils ont une sensibilité politique. Est-ce que tout n'est pas politique Tout. Oui, tout évidemment. Et moi, ce que j'aime, c'est en fait, si tu veux, je trouve que faire des chansons sur les gens, réussir à les rendre un petit peu tendres, alors que parfois ils sont très cruels. Je vous parlais de La Française des Jeux, qui est une chanson sur. Alors elle s'achète des bouts de rêve avec écrit Française des Jeux. Elle rêve un peu, quoi. C'est à la fois d'une dureté, mais à la fois d'une extrêmement juste. La sécurité de l'emploi sur les profs, je pense que, enfin, je sais pas s'il y a des profs qui nous écoutent. Si vous nous écoutez, dites-le nous. Mais écoutez la sécurité de l'emploi. Je veux dire, la chanson sur les profs, elle est à mourir de rire, mais à la fois elle est extrêmement tendre sur les profs, quoi. Et je trouve que, voilà, dire du mal des gens, mais avec beaucoup de tendresse, c'est pas en dire du mal, en fait. Simplement avoir un regard acéré sur l'époque qui nous entoure et sur tout ça. La sécurité de l'emploi, c'est une chanson à personnage. C'est une chanson, bien sûr. Et toi, Florence, c'est Fatal Picard, alors ? Moi j'aime beaucoup les Fatal Picard. D'ailleurs du coup je me suis remise un peu, ça fait très longtemps que j'avais pas écouté. Moi j'aime en fait dans les Fatal Picard je retrouve tout ce que j'aime, tout ce que j'ai beaucoup aimé chez Renaud. Avant voilà. avant le début de la fin. Avant Connard de virus. Ouais, voilà, c'est bon là. Enfin, pour moi, ça n'existe pas, donc voilà, je suis dans le déni. Et voilà, et je retrouve vraiment cet esprit, comme tu dis, de dépeindre des gens, de dépeindre des gens, enfin des humains plus ou moins sympathiques, mais toujours avec beaucoup de tendresse et beaucoup de compréhension, et toujours avec une sorte de contexte, en fait, qui les place dans un milieu, qui les place dans un univers et qui explique ce qu'ils sont. Et bah du coup, voilà, moi, j'aime bien. Bon après là, tu nous as vraiment fait joie de vivre la playlist. C'est Fatal Picard. mais voilà, mais pour moi c'est comme Renaud. Enfin, c'est pas du tout comme Renaud, je veux dire. Mais le côté, il y a des choses vraiment, des chansons qui sont de la pure déconne et qui sont vraiment très fun. Et très voilà quoi, très amusante et avec pas mal de tournures de phrases, enfin vraiment un gros sens de l'écriture. Et de l'autre côté des trucs beaucoup plus tendres, beaucoup plus voilà quoi, beaucoup plus qui analysent la société. Et de manière générale, c'est vrai que, enfin, je pense qu'ils ont plein d'influences et que, en gros, un peu la plupart de leurs influences, c'est des choses que j'ai aimées ou que j'ai écoutées ou que j'aime encore ou que j'écoute encore.
Donc forcément, pour moi, c'est un assez bon délire, quoi. Moi, vraiment, hein, je veux dire, la chanson Canal Saint-Martin, c'est vraiment une chanson qui me touche au plus haut point. Et dans tous les concerts, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. C'est la chanson qui me fait mourir au plus haut point. C'est-à-dire que c'est ça aussi que j'aime. C'est-à-dire que c'est ce côté alternance de joie et de peine où, dans le même disque, ils sont capables et de me faire beaucoup rire et de me toucher et de m'émouvoir. Et je trouve que réussir à faire ça, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ouais. C'est ce que j'ai toujours aimé, que ce soit chez Renaud, mais aussi chez Brassens, aussi chez Brel. Enfin, vraiment cette alliance des deux. Et enfin, moi, je trouve que c'est ça qui fonctionne, quoi. Alors, je dis, il y aura toujours un con avec un drapeau breton. C'est pas le vrai titre de la chanson, hein, vous l'aurez compris. Ça s'appelle À la vie, à l'armor. Je pense qu'il y a un jeu de mots. Mais oui, en plus, il y a quand même une petite référence finale. Et non, voilà, du coup, j'étais super contente que tu parles des Fatal Picard parce que ça m'a permis de me replonger dedans et ça faisait un petit moment et c'est bien, je suis bien contente. Tu vois, par exemple, j'ai redécouvert Biture, chasse, pêche et biture. Ouais. Que je trouve follement d'actualité. Alors, dans les classicos, il y a évidemment Goldorak est mort, qui est génial, qui imagine Actarus qui rentre complètement sous du Disco Night et qui abîme Goldorak. Il y a Alive in Picardie, sur la Picardie, mais du gras, s'il y en a trop, c'est qu'il y en a pas. Enfin, il y a beaucoup. Ça, c'est les chansons du début où effectivement il y avait beaucoup plutôt de sketch, quoi, et notamment La Ferme, qui est une chanson interminable sur le cri des animaux, qui est à mourir de rire aussi, mais qui est vraiment un problème de santé mentale, je pense. Une chanson où il se moque aussi sur la chanson réaliste sur les bourgeois. Oui, on est obligé de faire les airs qui roulent dans ces cas-là. Oui, du coup, ils font beaucoup ça aussi, de reprendre. Moi, j'aime beaucoup leur. C'est même pas parodie le mot, mais leur reprise de style, en fait, de différents groupes que tu reconnais très très vite. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'ils font super bien aussi. Sur Pamplemousse Mécanique, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Commandante, qui se moque de Luc Noir-Désir, des chanteurs qui font des refrains, et le refrain de leur chanson, c'est Alors je chante en espagnol. Voilà, c'est parce que ça donne un truc bien puissant. Bon. Merci. Voilà, donc découvrez. Il y a Punk à chien aussi dans le genre plus fun. Plus fun, moins déprimante, j'aime beaucoup Punk à chien. Ça sera... Voilà. Et ils font aussi beaucoup de reprises. Ah oui. Ça sera évidemment à retrouver. Oui, ils ont repris Partenaire particulier. Ah oui. C'est bien ça. Mais je crois qu'ils avaient repris du Renaud aussi, non? Ils n'avaient pas fait un truc. Moi j'étais persuadé que c'était eux qui chantaient Chanteur de droite. Ouais. Mais. Non, c'est les Vampas. Alors voilà. C'est une grosse confusion sur les Vampas et les Fatal Picard depuis un moment. Mais voilà. Merci beaucoup Sylvain, merci Florence également pour cette intervention. Ça sera à retrouver sur la playlist Spotify du Random Culture Club. Et on va enchaîner. Adeptes du spiritisme et les autres, écoutez bien, voici la question cruciale. Croire ou ne pas croire, telle est la question. Un peu une histoire de fou, c'est une histoire de fou. Qui veut croire à n'importe quoi? N'importe qui. Comprenne qui voudra. Ça me semble relativement clair. Je pense que dans nos auditeurs, des gens tremblent. Ils savent très bien qu'on parle d'eux. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts en France ou à l'étranger? Si tu te sens visé, c'est que tu l'es. Est-ce qu'il y a d'autres podcasts en France ou à l'étranger qui ont du François de Roubaix dans leur jingle? Ah, je pose la question. C'est du podcast de niche, ça. C'est du podcast de niche, ouais. Non, c'est les autres qui sont en dehors de la niche et qui ont tort. Tout le monde aime François de Roubaix. Je suis sûr qu'on trouvera un prétexte un jour pour parler longuement de François de Roubaix. Pas la plongée. On fera une spéciale. Pas la plongée, c'est tout ce que je vous demande, mais voilà. Non. On parle de série ou on parle de film? C'est ça que je voudrais savoir, là tout de suite maintenant. Moi je parlerais bien de série parce que du coup je peux enchaîner avec
Vas-y, parlons de séries. On a une parlons transition. de séries, Florence. Ou de Parlons de mini-séries, séries, devrais-je mais dire. avant, faisons une petite transition musicale parce qu'il paraît qu'il y a des mini-séries ou mini-séries. Et avant, je voudrais faire une transition musicale parce qu'il paraît qu'il y a des gens que je ne dénoncerai pas, mais comme Martin qui s'est dénoncé tout seul, qui confondent les Fatal Picard et les Vampas en fait. Et moi, je vais vous parler d'une mini-série et du coup, je vais l'introduire en musique avec un titre qui n'est pas des Fatal Picard. Je me lève pendant la nuit pour voir le soleil briller. Mes enfants écoutent Booba, ils ont le droit. Y en a qui n'aiment pas les Smiths, d'autres qui n'aiment pas la police. Faut de tout pour faire un monde, c'est politique. C'est politique. C'est politique. Politique. C'est politique. Donc moi je vais vous parler d'une série qui est très politique, comme le disent les Vampas, puisque absolument tout est politique, et qui est d'un créateur qui lui aussi est très très politique. Et cette série, mini-série en fait, mini-série de 6 épisodes de 45 minutes environ, ou de, selon comment c'est découpé, des fois de 3 épisodes de 2 heures. Ouais, sur MyCanal, je crois qu'il est diffusé comme ça. Et cette série, c'est Show Me a Hero, créé par David Simon, coécrit par David Simon et William Zorzi, et réalisé par Paul Haggis. Paul Haggis à qui on doit, entre autres, Walker Texas Ranger. Faites ce que vous voulez de cette information, mais je ne pouvais absolument pas la garder pour moi. Alors, pourquoi j'ai choisi Show Me a Hero, pourquoi j'ai voulu vous parler de cette série? Alors, il y a plusieurs arguments. Déjà parce que c'est génial. Voilà, le premier n'est pas des moindres, c'est parce que c'est David Simon, et que donc c'est génial, parce que c'est David Simon est génial, en fait, dans le dictionnaire, c'est des synonymes, c'est juste à côté. Le deuxième argument quand même qui n'était pas des moindres, c'est que dedans il y a Oscar Isaac avec une moustache. Et ce qui est toujours mieux. Et ça pour moi, vraiment c'était déjà Oscar Isaac de base, mais avec une moustache. Pour moi c'était quelque chose, on pouvait difficilement passer à côté. Et puis parce que c'était plus ou moins dans le sujet, parce que le sujet, je vous rappelle, c'est la corruption politique. Alors là, la série, ça parle surtout de politique. Mais n'empêche que la corruption, en fait, elle est un peu quand même partout en politique, si vous voulez mon avis, et qu'elle est un peu quand même dans le film. Elle est un peu, comment dire, elle a une place assez importante finalement dans la série. Donc voilà, donc Show Me a Hero, c'est donc une série d'HBO, comme je vous l'ai dit, 6 épisodes. Alors déjà, il y a un casting qui est extra. C'est un casting 4 étoiles, il y a Jim Belushi, Winona Ryder, Alfred Molina, Catherine Keener, Joe Bental, Bob Balaban, et alors pour les fans de The Wire, puisque David Simon est évidemment aussi le créateur de The Wire, et de plein d'autres séries géniales, comme Trem, Generation Kill, quoi d'autre, Plot Against America, et une dernière là qui vient de commencer. Mais on a dit qu'on parlerait pas trop de The Wire, alors je vais pas trop en parler. Mais quand même, pour ceux qui ont vu The Wire et qui l'ont aimé, vous pouvez jouer à retrouve les acteurs de The Wire dans Show Me a Hero, qui sont disséminés un peu par-ci par-là, et des fois dans des rôles genre de 2 secondes et demie, le gars du bureau qu'on avait vu dans The Wire. Mais il y a Clark Peters par contre qui reprend un rôle assez important lui dans la série. Show Me a Hero, ça raconte quoi? Alors d'abord le titre. Le titre est tiré d'une citation de Fitzgerald, et la citation intégrale est Show me a hero and I'll write you a tragedy. Donc montrez-moi un héros et je vous écrirai une tragédie. J'adore ce titre, j'adore cette citation. Je vais pas l'expliciter parce que c'est comme toutes les citations, je pense que chacun il comprend un peu ce qu'il veut. Mais c'est une citation à laquelle j'ai beaucoup pensé ces derniers temps, notamment avec l'Ukraine, avec le président, enfin voilà, c'est un truc qui m'est revenu un petit peu en tête. Et ça raconte une histoire vraie, c'est tiré d'un livre de Lisa Belkin, qui était journaliste aussi. Et ça raconte en fait comment, l'histoire se déroule sur 5 ans, de 1987 à 1992, ce qui explique entre autres la moustache de
Oscar Isaac, évidemment. Ça raconte comment à Yonkers, qui est une petite ville de l'État de New York, il a été imposé de créer des logements sociaux. Et comment une partie de la population va entrer en résistance contre ces projets. Et le personnage principal, qui est donc Nick Wacisco, qui est interprété par Oscar Isaac, est un homme politique jeune, qui a 28 ans, et qui va devenir assez tôt dans la série le nouveau maire de Yonkers. Et il va le devenir d'une manière un petit peu particulière, parce que le maire précédent, qui est incarné par Jim Belushi, laisse traîner un peu ce projet de construction de ce qu'on appelle un housing project, c'est-à-dire de logements sociaux dans sa ville. Et Nick Wacisco, lui, va gagner la campagne, va faire campagne sur le fait de s'opposer, quand il sera élu, à ce projet. Et c'est pour ça que les gens l'élisent. Sauf que arrivé maire, comme souvent, arrivé en politique un peu haut, les choses se déroulent pas forcément comme on voulait ou comme on l'avait prévu. Et donc il va pas pouvoir s'y opposer, puisque tout simplement il y a une décision de justice qui impose ça, et il y a des sanctions qui sont prises contre la ville qui sont extrêmement sévères, c'est-à-dire que la ville est condamnée à des amendes très 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 lourdes, et quasiment à la faillite s'il n'obtempère pas. Donc il va un peu retourner sa veste, et puis il va surtout réaliser petit à petit aussi que le projet il est pas si con que ça. Voilà, et donc ça va raconter sur ces 5 années, et comme toujours avec David Simon, on est dans une œuvre, dans un univers en fait, et donc on va vivre cette histoire à travers plein de petites histoires individuelles qui vont toutes s'entremêler. Et donc on va suivre à la fois les politiques, Nick Wacisco qui va donc d'abord être élu, ensuite perdre la mairie, et également des habitants d'autres quartiers, des habitants de New York, des habitants de quartiers pauvres, qui vont pour certains intégrer le Housing Project de Yonkers, et on va suivre également des habitants de Yonkers qui s'opposent à ce projet. Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the mayor. I used to talk about it all the time growing up. The other kids used to call me the mayor. Really? It wasn't a compliment. The city intentionally segregated its housing for 40 years. The whole damn city government's white. This judge wants to take low-income housing and put it here in East Yonkers. The trash, the drugs. We will die from what the city is trying to shove down our throats. I live here, and I am nothing like what they describe. So what are you gonna do? It's that guy from Yonkers again, asking if he can get any help from the state of New York. I can taste the blood now. I can taste the light. What's the matter with these people? Why don't you hold your hands up? You wanted to live somewhere better, but everything has a cost. Why don't you take your stance? It's time you recognized your failure as a leader. You should have let me down now. You want to live where people were angry at you? You should have took your shit. You know, it's all property values and life and liberty. Underneath it all, it's fear. I played into that fear too. Quite a year for you, Mr. Mayor. Justice is not about popularity. No, it's not. But politics is. Donc voilà, avec cette superbe phrase qui est dans la bande-annonce, qui est la justice, ce n'est pas une histoire de popularité, non, mais la politique, ça l'est, qui montre bien tout ce qui va s'opposer dans cette histoire. Alors, comme je disais, avec David Simon, on est toujours vraiment immergé. C'est-à-dire que tout à coup, on est dans un univers, et tout à coup, on connaît ces gens. Et pourtant, c'est une mini-série, hein, donc c'est pas quelque chose comme The Wire qui s'étale sur plusieurs saisons. Mais voilà, on devient très, très proche très vite de tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je sais pas si ça marche comme c'est pour tout le monde. Et comme d'habitude, avec David Simon, on a zéro manichéisme.
On n'a absolument pas, comme on pourrait le penser, c'est-à-dire les gentils pauvres noirs qui voudraient juste avoir des maisons sympas et les très méchants blancs qui veulent pas d'eux. Ça part un petit peu comme ça, puis on se rend compte que comme toujours c'est beaucoup plus complexe. Et le personnage principal de Scar Isaac, c'est un personnage très complexe, qui est vraiment qui incarne plein de choses, qui est tour à tour idéaliste, opportuniste, courageux, humaniste et salaud accessoirement parfois aussi. Donc c'est un homme quoi en fait, hein. Il a plein de qualités et de défauts. Et pour quand même parler un peu de The Wire, il fait vraiment écho au personnage, à mon avis, de Tommy Kartsetti, en fait, qui dans The Wire devient maire aussi, et qui est au départ totalement idéaliste et tout, et qui est broyé par la machine politique, parce qu'à un moment donné, il y a forcément un truc qui fonctionne pas, c'est que pour mettre des choses en œuvre en tant que politique, des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on veut vraiment faire parce que, j'en sais rien, on croit à telle ou telle cause, mais le premier pas, c'est d'être élu. Et en fait, être élu de manière totalement clean et totalement honnête, c'est compliqué. Et donc il y a une espèce de paradoxe toujours à montrer des politiques qui, même s'ils voudraient à un moment donné faire le bien pour des raisons X ou Y, sont contraints de passer par tout un tas de saloperies sur le chemin, et de se perdre souvent en route, évidemment. Alors l'immersion en plus elle est encore plus importante dans cette mini-série-là, parce qu'elle est tirée vraiment de faits réels, et que les personnages aussi sont chacun tirés de faits réels. D'ailleurs, évidemment, je spoilerai pas la fin, mais par contre, dans le générique final, on voit des photos des personnages et des personnes ayant existé. Oui, j'en place une petite pour The Wire, parce que c'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup plus cas de corruption au sens premier du terme dans The Wire, notamment grâce à Clay Davis, qui donne un des gifs les plus célèbres d'internet, le shit. Et du coup, c'est vrai qu'on aurait pu parler vraiment de corruption politique avec The Wire, mais bon, en fait, si on commence à, je vois pas comment on peut parler d'un truc de The Wire en moins de 8 heures. On a failli, mais je voulais pas griller toutes mes cartouches sur The Wire, parce que ce sera l'objet d'un podcast de 88 heures prochainement. Oui, Sylvain. Dans Show Me Hero, en fait, on voit une autre forme de corruption politique. C'est le dévoiement des institutions, c'est-à-dire comment par des petits arrangements les uns avec les autres on arrive à se corrompre soi-même pour soit être élu ou avoir un poste ou autre chose. Donc quelque part c'est aussi une sorte de corruption. Il y a beaucoup de scènes notamment où on a un truc très politique qui fait penser au film dont Martin parlera juste après, où ce sont des accords, comment on va faire, comment je tire mon épingle du jeu. Alors ça c'est mon meilleur ami, mais en fait du coup c'est plus mon meilleur ami parce que je vais être à la place d'eux, et où cette corruption en fait on se corrompt soi-même en fait en politique. Et du coup je trouve que c'est aussi une bonne façon de dire, c'est la politique corrompt par essence. Ouais, c'est très insidieux, et en plus c'est vraiment paradoxal, parce que ils sont élus, par exemple les conseillers municipaux sont quand même élus pour servir la ville, et ceux qui continuent à voter contre le projet pour plaire à leurs électeurs, et derrière il n'y a pas de... c'est des gens qui au final on se rend compte que pour la plupart ils n'ont pas un vrai avis tranché sur la question, ils essaient juste de faire plaisir à leurs électeurs pour s'assurer des postes futurs, et ils finissent par mettre quand même la ville quasiment en faillite, en fait en banqueroute, pour faire plaisir à des électeurs. Et du coup oui, c'est une corruption qui est très insidieuse, parce que à un moment donné on dirait que il y a d'un côté les gens de la ville, d'un côté on va dire les habitants, et d'un côté la ville, et ils arrêtent de servir la ville dans sa globalité pour servir certains habitants qui sont en plus quand même minoritaires, même si comme dans la vraie vie c'est eux qui gueulent le plus fort, quoi. Évidemment, et en fait, tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y avait des amendes qui étaient extrêmement chères, puisque ça commençait à $100 par jour, et après ça multipliait au fur et à mesure. Donc, ouais, en 22 jours, ils mettent la ville en faillite, en fait.
et qu'il a fallu finalement que la ville commence à dire, bah voilà, si on veut payer, il va falloir qu'on licencie 630 personnes, et que les gens qui étaient contre le projet disent, ah non mais attendez, dans la liste des gens là que vous allez virer, il y a machin, je le connais, on fait un barbecue tous les dimanches. Ah non, puis lui je le connais aussi, parce qu'en fait je suis le parrain de sa fille. Et en fait il a fallu qu'il y ait qu'on ramène de l'humain pour que les hommes politiques arrêtent d'être des hommes politiques, c'est-à-dire en disant, ah non mais attendez, on est en train de faire n'importe quoi. Ouais, mais alors, c'est ce que fait très bien David Simon toujours, c'est de remettre l'humain au centre de la question. Et là, effectivement, parce que les autres humains, on va dire, les autres humains, ceux qui militent contre. Alors, la position officielle, ça va dévaluer nos logements, et on n'a pas le même niveau économique. Et bon, là, évidemment que la cause sous-jacente, c'est ils sont noirs et pas nous, ils sont hispanos et pas nous, avec derrière quelque chose de très très fort, parce que ça parle absolument de tout, hein, parce que le juge qui a ordonné ça est juif. Donc derrière, il y a cette espèce d'antisémitisme aussi latent. Enfin, on voit vraiment une meute d'habitants surexcités. Et au milieu de cette meute, on va extraire quand même quelques gens qu'on peut sauver, c'est-à-dire des gens avec des vrais cerveaux. Et encore une fois, ceux-là, de la même manière que les politiques, on va les extraire de la meute en replaçant l'humain. C'est-à-dire qu'on a ce personnage d'une femme qui milite très très fort contre ça, parce qu'elle tient beaucoup à sa maison, qu'elle veut pas que ce soit dévalué, parce qu'elle a peur que ces gens vivent pas comme elle, etc. Et comment elle va évoluer, comment ce personnage-là va évoluer, en rencontrant des vrais autres humains d'en face, c'est-à-dire tout à coup ça va plus être ces gens-là, ceux qui vont arriver, mais tout à coup elle va s'adresser à des gens qui ont un nom, qui ont une vie, qui ont une famille, qui ont une existence. Et quand le vrai contact se crée, en fait, tout à coup, les choses peuvent fonctionner. Alors, c'est vraiment un mélange, cette mini-série, à la fois de noirceur, de désespoir et des pires saloperies de l'homme contre les autres. Et en même temps, comme toujours, encore une fois, comme dans Génération Kill, comme dans The Wire, comme tous les David Simon, c'est ponctué d'espoir en la vie, de touches où on se dit non mais en fait finalement c'est pas perdu, et finalement peut-être que si on arrivait à amorcer certains types de communication et certains types de choses entre les gens, peut-être que tout serait pas foutu. Alors pour revenir au titre, voilà, cette citation elle montre bien quand même que le personnage d'Oscar Isaac il est au centre, et que en fait pour qu'il y ait un héros il faut derrière une bonne tragédie, c'est-à-dire en gros que n'importe quel homme, parce qu'il est pas au-dessus de la masse à la base, peut se révéler plein de choses, courageux ou autre chose d'ailleurs, si les circonstances l'exigent, et si les circonstances mènent à ça. Et voilà, moi je trouve que ça aborde en 6 épisodes, mais on a l'impression que ça dure 10 fois plus longtemps. En même temps ça passe très très vite, et en même temps on a l'impression que ça, en reparlant, j'ai l'impression qu'il y a eu 25 épisodes, tellement il y a de choses qui sont abordées, et des choses aussi très très pragmatiques, c'est-à-dire par exemple sur l'infrastructure des logements sociaux, sur l'architecture, sur l'espace urbain. C'est-à-dire qu'il y a des grandes discussions de oui mais vous avez vu leur project, c'est-à-dire les cités où ils habitent, tout est détruit. Et des vraies réflexions de mais pourquoi c'est détruit? Est-ce que c'est parce qu'ils en ont rien à foutre de leur truc? Non, mais à un moment donné c'est parce qu'il y a des espaces communs, que donc dans ces espaces communs il se passe des choses, et donc une réflexion sur peut-être que si on leur donnait des c'est fascinant, et celui qui a lancé cette théorie que déjà sans espace commun, Oscar Newman. Mais c'est en fait ce qui est dingue, c'est que quand on entend cette théorie, donc oui, il vaut mieux peu de logements sociaux mais dispatchés un peu partout, plutôt que de regrouper à un moment donné toute une population sur un petit endroit où évidemment on va forcément recréer des comportements et une forme de ghettoisation, sur le fait qu'il vaut mieux qu'ils aient des petites propriétés mais à eux, c'est-à-dire des sortes de mini-maisons vraiment
plutôt que des apparts sur des grands immeubles. Et en fait, au fur et à mesure qu'il expose ça, on se dit mais c'est évident. Et en fait, on en vient à se dire mais genre pourquoi c'est pas toujours comme ça, puisque c'est tellement logique et tellement simple. Mais derrière, évidemment, il y a des enjeux qui sont à la fois financiers, à la fois politiques, à la fois humains, à la fois sociaux, etc. Et voilà. Mais c'est vrai que la théorie, quand on l'entend, on dit mais en fait, c'est exactement ça, et il n'y a aucune raison que de cette manière-là, ça fonctionne pas. Et le but, c'est ça, c'est de dispatcher les 200 maisons sur plein de sites pour qu'il n'y en ait pas trop, et que du coup cette population soit diluée dans la population préexistante, et que du coup ce mélange se passe bien. Mais on voit que pareil, il y a toujours des gens qui sont pas forcément pour ça, et c'est un peu de la prophétie autoréalisatrice, hein, puisque ceux qui sont vraiment contre ça, c'est à cause d'eux qu'à un moment donné certaines choses fonctionnent pas du tout, quoi. Et après ils disent bah oui, vous voyez, c'est leur faute puisque depuis qu'ils sont là ça marche plus, quoi. Donc alors, voilà, une magnifique série. Oui. Ce qui est génial, c'est que comme tu le disais, tout n'est pas perdu, et effectivement on voit des personnages qui sont fortement positionnés sur ces projets, et puis qui finissent quand même par évoluer, par changer un peu d'avis, et bon, c'est quand même un minimum de soulagement. Mais alors en plus, moi je vis dans un quartier qui essaye de faire beaucoup de mixité sociale, et tu vois, à titre personnel, j'habite dans une résidence privée en face de logements sociaux. Et on est un peu dans cette optique-là, mais même comme ça, le fait d'être capable de mélanger des logements privatifs et des logements sociaux, encore maintenant, c'est compliqué. Et là aussi, pour habiter dans une ville, c'est bien, parce que j'ai des exemples de ma vie personnelle qui collent avec à la fois les chansons des Fatal Picard et ce qu'on voit dans Cheminée-Héros. Parce que comme j'habite dans une ville communiste, avec beaucoup de logements sociaux, je vois un peu des deux aspects, quoi. Et donc voilà, on voit qu'on n'est pas sorti de l'auberge, quoi, encore maintenant, sur ces histoires d'implantation de logements sociaux. Et il y a des villes comme la mienne qui, alors même si dans des quartiers comme celui où j'habite, essayent de faire un peu de mixité plus ou moins bien, on reste quand même une ville qui doit concentrer une grande partie de l'ensemble des logements sociaux d'Île-de-France. Donc bizarrement, ça se passe pas bien dans les quartiers où il y a que des logements sociaux laissés à l'abandon avec tout ce qu'on sait. Et à côté de ça, il y a des villes où, pour le coup, les amendes sont beaucoup moins contraignantes que ce qu'on voit dans la série, où il y a toujours 0 logements sociaux, et voilà, quoi. Alors... Ouais, vas-y. Non, parce que ce que j'allais dire, c'était pour changer un peu de sujet, parce qu'on a beaucoup évoqué le fond, et qu'évidemment, c'est une série qui a un fond qui est formidable, que ce soit la politique, l'habitat social, enfin bref, ça brasse beaucoup de choses, ça brasse encore beaucoup d'autres sujets sur lesquels on n'a pas évoqué, la drogue, la prison, enfin bref, on va pas le faire, mais je voudrais simplement parler sur les moustaches. Je voudrais simplement parler sur la forme, c'est-à-dire que la forme est aussi prodigieuse. Je vais pas vous dire mon âge, mais j'avais 15 ans quand Édouard aux mains d'argent est sorti, donc imaginez mon émoi de voir Winona Ryder dans la série. La série est géniale parce qu'elle se passe dans les années de 87 à 92, et vous savez, il fait un truc, David Simon, enfin le réalisateur, que c'est pas David Simon, le réalisateur Paul Haggis, il fait un truc qui est génial, c'est que il est pas en train de stabiloter systématiquement dans regardez c'est 87, regardez. En fait c'est fait avec on est en 87, c'est fini, voilà, on le sait, c'est pas appuyé, on a tous vu tellement de séries qui se passent, je ne dirais pas une série où il se passe des choses étranges, comme ça vous voyez pas de quoi je parle, qui appuie tellement sur cette nostalgie, qui appuie tellement sur regardez comment j'ai bien rendu, alors qu'en fait personne ne vivait comme ça. Là, il y a un souci d'authenticité qui fait que formellement à regarder, c'est aussi super chouette. La réalisation est vraiment brillante, c'est super chouette, c'est-à-dire que le fond et la forme se marient véritablement bien, ce qui fait que c'est un vrai plaisir de série-fil, cette mini-série où on va être en empathie pendant les 6 petites heures qui vont se dérouler, et où on va et c'est super chouette, et c'est, enfin voilà, moi j'ai vraiment découvert, je connaissais pas, j'ai regardé pour l'émission Show Me a Hero, et c'est vraiment très très grande claque, j'ai beaucoup apprécié.
Bon, et il y a un truc qui m'avait vraiment marqué quand j'ai regardé la série, c'est les scènes d'audience publique en fait, des scènes d'information publique et générale menées par le maire avec toute la populace qui est en fusion, les politiciens notamment celui incarné par Alfred Molina qui essaye de tirer leur épingle du jeu et de faire monter la sauce et tout. Enfin, c'est des moments qui m'ont vraiment... C'est fait partie des moments les plus marquants, je trouve, que j'ai vus dans des séries, en fait. C'est super oppressant, ces parties-là, c'est oppressant, mais même au niveau sonore, de toute façon, je veux dire, le bruit, enfin, même en tant que spectateur, à un moment donné, on a juste envie que ça s'arrête, genre il tape le marteau, genre il tape plus fort, en fait, que les gens se taisent enfin. Et ce personnage joué par Alfred Molina, c'est un monstre de populisme, ah non, mais c'est horrible. Dans tout ce que le populisme a de plus vil. Et même il fait des mises en scène en fait où il va dans les quartiers et il prend des photos totalement anodines mais genre de gosses en train de jouer à la bagarre pour montrer qu'en fait c'est des sauvages alors que c'est totalement sorti du contexte. Et là aussi ce qui nous est très très bien montré, c'est comment des gens sensés, des gens intelligents, donc ce personnage qui va évoluer, cette femme qui va d'abord être contre et puis finalement une fois que c'est fait, qui va vraiment aider à ce que le projet se déroule bien. Et via ce personnage, en fait, on nous fait très très bien comprendre comment des personnes sensées, des personnes généreuses, des personnes empathiques et tout, arrivent en fait à craindre, arrivent à refuser quelque chose, mais sur la base uniquement d'informations erronées qu'on leur a données, quoi. Et on pourrait se dire, en même temps, c'est en 88, elle n'a pas accès à autre chose que les photos qu'on lui montre où ils disent, regardez, c'est des sauvages et ils vont arriver chez vous, quoi. Mais en même temps, on se rend compte que de nos jours, on a accès à tout et que finalement, c'est pas mieux. Hein. C'est exactement pas mieux, c'est voire même pire parce que les informations erronées se diffusent à plus grande échelle encore et de manière encore plus rapide, quoi. Oui, j'ai mon chat qui dit miaou. Il a bien raison. C'est probablement un signal. Ouais, je pense que c'était le mot de la fin. Enfin voilà, c'est une super série. Regardez-la. Et puis évidemment, regardez The Wire aussi. Ouais. Parce qu'il faut en fait, quoi. Et je dis pas ça pour toi, Sylvain, mais... Non, j'entends pas, j'ai un problème. J'ai mon casque Bluetooth qui perd la connexion, c'est un enfer. Écoutez, j'ai envie de nous faire écouter un son conclusif. Et on va pouvoir passer à la avant-dernière partie de cette émission. Puisqu'il y a le tirage au sort. Bah oui, quand même. Plouf. Bah. Parce que demain, c'est l'an dernier. Donnez la parole, prenez-la, mon vieux! Je ne veux plus travailler avec toi, Berthier. Attends, tu me demandes de renvoyer Berthier, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Eh oh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dégueulasse. Mais je te l'ai déjà dit, je ne supporte plus ta moustache. Doucement, Ménard. Est-ce que ça a déjà posé un problème à la boîte? Mais pas une seule fois en 25 ans de maison. Ah ouais? Et à la Cogip hier. Attention, Berthier, s'il y a eu le moindre problème avec la Cogip, il faut raser, mon vieux. Oh, mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Je veux nom d'une pipe, Berthier, ce n'est qu'une moustache. C'est quand même pas grand-chose, merde. Attendez, tout va trop vite là. Tout va beaucoup trop vite. C'est vrai, Berthier, vous seriez très potable sans moustache. Alors, j'étais obligé de faire un point moustache parce que c'est vrai que Oscar Isaac est tellement beau avec sa moustache que... C'est clair. Ouais. Même moi, ça m'a... Je suis à 2 doigts de la laisser pousser. Ouais, je vous ai senti les moustiers autant que moi. Ah bah oui, non mais cette moustache. Alors moi j'ai décidé de vous parler d'un film. Et en fait, franchement, je me suis pas rendu service en faisant ce choix-là. J'aurais vraiment dû choisir quelque chose de plus simple. Mais j'ai laissé parler mon cœur. Et, la simplicité, c'est pour les faibles. Et comme d'habitude, voilà. Et comme d'hab, c'est une énorme erreur d'avoir laissé parler mon cœur parce que je suis un peu emmerdé. J'aurais aimé rédiger une chronique ligne par ligne bien propre et tout pour parler correctement de ce film, mais j'ai pas eu le temps. Et du coup, je vais vous parler d'un monstre sacré du cinéma.
Alors ce monstre sacré, il est monstrueux, il est sacré. Il s'appelle Godzilla. Il est né en 1954. Et alors vous connaissez forcément Godzilla. Enfin, je veux dire, je peux pas imaginer qu'il y ait quelqu'un qui écoute ce podcast qui connaisse pas Godzilla. Enfin, pas personnellement, évidemment, mais en tout cas qui n'ait jamais entendu parler de ce monstre. Ce qu'il faut savoir avec Godzilla, c'est que quand il a été introduit dans le cinéma en 1954 par Ichiro Honda et les producteurs et les auteurs, c'était avant tout une parabole du risque nucléaire et du danger nucléaire pour le monde entier, quoi. Enfin, évidemment spécifiquement pour le Japon, puisque Godzilla est un monstre japonais, mais ça allait au-delà de ça. Donc Godzilla, ça a toujours été une parabole à la fois de ce que peut représenter comme danger la nature, mais c'est pas la nature elle-même qui représente un danger pour l'humanité, c'est la nature qui a été corrompue par l'activité humaine. Et j'en viens, alors je fais un fast-forward dans le temps. Donc Godzilla est né en 1954, il a eu droit à énormément de films au Japon qui ont eu un grand succès, qui ont aussi du succès à l'international. Ça a donné en 1998 un très mauvais film américain, mais dont on aime bien parler régulièrement parce qu'il était mauvais, mais qu'en plus il y avait Jean Reno dedans. Et c'est bon, voilà. On a toujours le film pas qui nous rappelle que Reno. tous les Français s'appellent Jean quelque chose. C'est vrai. Ça. Et en fait, on est en 2016. Il y a déjà eu trois grandes périodes de Godzilla. La période Showa, qui est la première grande période de Godzilla de 1954 à 1900. Alors je crois qu'elle se termine en 1976 ou 78, je sais plus quand est le dernier film. 76, je crois. Ouais, 76. Après, il y a la période dite Heisei qui est. Donc la période Showa, c'est un peu n'importe quoi. Hein. C'est un peu les. Il y a le premier Godzilla de 54 qui est très sérieux, très sombre, en noir et blanc et tout. Après, petit à petit, ça va devenir de plus en plus n'importe quoi et ça va très rapidement devenir des mecs en costume de monstres en caoutchouc qui se tapent dessus. Et bon, moi, j'ai ça dans mon cœur très profondément. Mais voilà. Mais c'est ça qu'on veut en même temps. Disons qu'on perd un peu le côté fable presque politique qu'on avait dans le premier. Mais on gagne beaucoup par contre en termes de catch entre monstres. Ça c'est vraiment bien. C'est bien aussi. Hein. C'est ce que j'aime. Ensuite, il y a la période d'essai. Elle est très, elle est un peu plus rugueuse. Ça débute au début des années 80, ça se finit dans le cours des années 90. Il y a 7 films, il y a une vraie continuité du début à la fin. Et là, pour le coup, on a des pareil, c'est pas des films très politiques pour le coup. Je sais que tout est politique, mais enfin là, pour le coup, hormis dans le premier du reboot, où il y a un peu de... où il y a un truc intéressant sur Godzilla, qui était une créature qui avait aidé les soldats japonais sur l'île où il avait été découvert contre les Américains, je crois d'ailleurs. Bon, c'est pas extrêmement politique. Il faut savoir que Godzilla est quand même une des icônes les plus importantes de la pop culture japonaise. Et vous savez à quel point c'est quand même difficile de faire se mélanger de la pop culture de masse, quelle qu'elle soit, avec des idées politiques, surtout un peu subversives, quoi. Un peu impertinentes. Et puis, après, il y a une troisième période que je trouve assez médiocre, personnellement, qui est la période dite Millennium, qui a consisté en 4-5 films... fin 90, début 2000. Et donc, on se retrouve en 2016. On n'a pas entendu parler de Godzilla au Japon depuis 12 ans. C'est long, 12 ans. C'est long, 12 ans sans film Godzilla produit au Japon. Entre-temps, il y a eu le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards aux États-Unis. Il y a eu évidemment le Godzilla 88 de Roland Emmerich dont on a parlé tout à l'heure. Et à ce moment-là, la Toho décide de confier un reboot de Godzilla à Hideaki Anno et Shinji Higuchi. Alors, qui sont Hideaki Anno et Shinji Higuchi? Peut-être que ça, vous connaissez Godzilla, mais ça, peut-être que vous ne savez pas qui ils sont. Hideaki Anno, c'est le créateur de Evangelion,
Evangelion, comment on dit? Je sais jamais, je me suis comment on dit ça. Moi je dis Neon Genesis Evangelion, mais chacun dit comme il veut. Ouais, mais quand tu dis ça, après tu commences à chanter la chanson. C'est ça. Pardon. Ouais, après, c'est parti, quoi. On peut faire le point The Wire, c'est-à-dire qu'en fait pour David Simon, on n'a pas parlé de The Wire, et je pense pour Hideaki Anno, on ne parle pas d'Evangelion. C'est exactement ça. Mais Hideaki Anno, il a pas fait que Evangelion, loin de ça. Il a fait aussi plusieurs séries hyper intéressantes. Il y a Gunbuster que je trouve assez intéressante, dont on parle pas souvent. Il y a évidemment Nadia le secret de l'eau bleue, à laquelle je n'arrive pas encore à adhérer, mais ça viendra. Et Karikano, qui est un shoujo que j'adore. Voilà. Ah bah oui. Puis c'est quand même l'un des seuls mecs qui trouve grâce aux yeux d'Hayao Miyazaki, et ça c'est pareil. C'est vrai. Et voilà, et c'est intéressant, enfin voilà, j'allais le dire, c'est effectivement... donc c'est qu'il a travaillé sur des œuvres de Miyazaki et de Ghibli, comme Nausicaa ou ce film dépressif qu'on déteste de Isao Takahata, Tombeau des Lucioles. Dont on ne parlera plus jamais. Et puis ouais, c'est un vrai copain enfin c'est quelqu'un que Miyazaki aime beaucoup. Il y a beaucoup d'admiration entre deux. Et il a prêté la voix au personnage principal du Vent se lève. Et c'est une belle histoire d'ailleurs. Shinji Higuchi, c'est plutôt un gars qui est un spécialiste des effets visuels. Vous l'avez vu, enfin si vous avez vu il a réalisé des films de kaiju. Enfin, il a réalisé une live adaptation une adaptation live de l'Attaque des Titans. C'était pas terrible honnêtement. Il a travaillé sur Gamera the Brave, ça c'est très 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 bien par contre. Et puis voilà, c'est un vrai spécialiste des effets visuels. Il a travaillé sur beaucoup de films de science-fiction et effets spéciaux japonais. Bon, donc c'était ça pour vous donner un peu de contexte. Pourquoi j'ai parlé de... Et pardon, juste pour revenir, parce que oui. du coup, je trouve qu'il y a un parallèle aussi avec Godzilla. Ils ont fait tous les deux, c'est le court-métrage Giant God Warrior, voilà. Pierce in Tokyo, et que je trouve magnifique. Et qui est une vraie... et qui a du Godzilla en lui quand même, je trouve. Et alors, voilà, donc qui est une sorte de prequel de Nausicaa. En fait, qui raconte l'histoire qui se passe, comment le monde a été détruit avant l'histoire qu'on voit dans Nausicaa. Et effectivement, esthétiquement et visuellement, il y a beaucoup de choses. Alors c'est un court-métrage en prise de vue réelle, qui effectivement préfigure beaucoup de choses qu'on voit dans Shin Godzilla. Donc voilà, donc moi le film qui m'intéresse c'est Shin Godzilla, sorti en 2016. Qui est un film extrêmement étonnant. Je pense que c'est un film qui est étonnant pour tout le monde en vrai. C'est un film qui est étonnant si vous êtes familier avec l'esthétique des kaijus, des monstres géants qui se tapent dessus. Mais c'est un film qui est aussi étonnant si vous y connaissez pas forcément grand chose à la base. Parce que c'est un film de cabinet. C'est-à-dire que c'est un film qui raconte effectivement... l'arrivée d'une nouvelle itération de Godzilla. Alors, il n'y a pas de continuité avec les Godzilla précédents, hein, c'est un nouveau Godzilla. Mais là où précédemment, les films de Godzilla pouvaient parler de missiles, de dangers nucléaires, ou de dangers nucléaires suite à des bombardements, ou à des essais nucléaires comme dans la version 98, là, celui-là fait directement écho à Fukushima. Et c'est un film qui veut directement mettre le doigt sur... directement, oui et non, on va y revenir, sur ce qui s'est passé ou ce qui s'est mal passé à Fukushima, quoi. Fukushima, donc vous le savez, tsunami qui a eu lieu au Japon en 2011, si ma mémoire est exacte, qui s'est terminé par l'endommagement d'une centrale nucléaire. Et en conséquence, la pollution nucléaire d'une partie du territoire japonais. Et ce qui a été beaucoup pointé dans l'affaire dans Fukushima, c'est l'incapacité des pouvoirs publics japonais à réagir correctement et rapidement, et beaucoup trop d'implications fortes entre la sphère privée qui gérait la centrale et les pouvoirs publics japonais, quoi. Et donc Shin Godzilla va raconter comment une créature marine étrange et complètement dégueulasse, au contraire de
au contraire du Godzilla très esthétisé qu'on a connu précédemment, que ce soit dans les itérations américaines ou japonaises, où des fois il avait une sale gueule dans les années 60, mais on l'aimait bien quand même, quoi. Je veux dire, il a quand même une bonne tête. Shin Godzilla, il est pas beau, il est dégueulasse en fait, il fait peur. Il passe par plusieurs étapes différentes. Il sort de la baie de Tokyo dans un espèce de truc dégueulasse, de substance dégueulasse, marron, rougeâtre. On sait qu'il a grandi en se nourrissant de déchets nucléaires qui avaient été entreposés au fin fond de la baie de Tokyo. Et à partir de là, une fois qu'il est là et qu'il a déjà fait beaucoup de mal, on va voir des politiciens enfermés dans des bureaux essayer de réussir à prendre des décisions pour savoir comment gérer cette bête, quoi. Et en fait, le film est fou parce que, en vrai, au final, on voit pas tant que ça Godzilla à l'écran. Il y a quand même des scènes de destruction complètement folles et incroyables qui ont lieu plusieurs fois dans le film, qui sont extrêmement impressionnantes et follement bien réalisées. Mais ça reste beaucoup un film où on voit des politiciens avec leur nom, avec leur nom et leur fonction, qui essayent de prendre des décisions ensemble et qui n'y arrivent pas en fait. Et ça a un nom en fait, ça s'appelle le red tape. C'est-à-dire que c'est quand on est dans un contexte politique où il y a tellement de contraintes et de règles et de régulations impossibles à bouger que ça peut arriver, ça peut amener à la paralysie politique d'un pays. Donc pour moi c'est une certaine forme de corruption, parce qu'en fait c'est le moment où la politique se corrompt elle-même, alors non pas forcément dans un but d'enrichissement personnel. Par contre, on voit évidemment dans le film ce qu'on voit à peu près dans chaque histoire qui parle de politique, c'est-à-dire des gens qui, au milieu d'une catastrophe terrible comme celle-là, essayent quand même de tirer leur épingle du jeu pour gravir des échelons politiques et s'acheter déjà au travers de leurs actions actuelles de l'avancement pour plus tard. Mais c'est génial parce qu'en fait on voit des mecs qui sont enfermés dans des bureaux et qui disent vous monsieur le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Oui, alors nous au ministère de l'Agriculture on a analysé ce que Godzilla a fait au niveau des terrains et on pense que oui, et vous ministère de l'Écologie, oui, non, on pense qu'il faut pas abattre Godzilla parce que c'est une créature très importante. Et ce qui est génial, c'est qu'ils choisissent, ils décident de quelque chose qui veulent être la vérité au pif. Donc ils ont deux avis et ils disent est-ce qu'il va se lever, est-ce qu'il va marcher? Non, il va pas sortir de l'eau. Ou non, si il va sortir de l'eau. Ouais, on va plutôt dire qu'il va pas sortir de l'eau. On va faire une conférence de presse pour dire qu'il va pas sortir de l'eau. Bon manque de peau, il sort de l'eau. C'est vraiment ce qu'on a fait avec le Covid après. Hein. C'est exactement ça. C'est totalement. C'est Covid le film. Hein. C'est ça, et c'est imaginer la maison qui rend fou des 12 travaux d'Astérix. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en gros, ils se réunissent pour dire qu'il faut lancer une crise et que donc du coup il faut qu'ils changent de salle parce que la salle de la crise c'est pas la même salle où on décide qu'on est dans une crise, et ainsi de suite. Et donc du coup ça donne des passages à la fois extrêmement surréalistes et à la fois extrêmement drôles, parfois triste à pleurer. Et ça reste fou. Tout ce passage là du début du film est relativement fou. En fait, le film se déroule en deux parties assez distinctes. Il y a une première partie où c'est vraiment l'émergence de la bête, personne ne sait ce qu'il faut faire. Donc il y a le Premier ministre qui est interprété par Ren Osugi, qui est un comédien japonais extrêmement connu et reconnu. Enfin, il y a d'autres comédiens très importants dans le film, qu'on a vu chez Kitano notamment. Et là, enfin, voilà, personne ne comprend ce qui se passe. Il y a évidemment une jeune garde politicienne qui essaye de dire attendez, peut-être qu'on pourrait faire différemment, etc., qui évidemment se fait envoyer paître. Et alors, le tour de force de Hideaki Anno dans ce film, c'est d'être capable de filmer des scènes de discussion de bureaux politiques avec un dynamisme fou qui fait qu'on s'ennuie jamais en regardant ces gens en train de discuter. Alors il fait beaucoup de mouvements de caméra sans que ça soit ridicule et pénible. Il alterne un peu les gros plans, les plans d'ensemble de la salle, et puis il y a une utilisation de la musique, dont une qui est tirée de Neon Evangelion, qui est celle-là et qui me rend absolument dingue. Bien sûr. Donc
Donc si vous avez vu Evangelion, vous connaissez cette musique. Oui. Là, elle revient et c'est comme dans Evangelion, c'est dans les passages où ils sont là en train de réfléchir. Comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Sauf que dans Evangelion, ils étaient là en train de dire bon, alors attendez, on va brancher le fusil géant. Et on va devoir dérouter toute l'énergie de Tokyo pour le mettre dans le robot et il y aura que 30 secondes d'autonomie mais ça sera suffisant pour détruire l'ange. Là c'est pareil sauf que t'as des ministres qui s'apostrophent entre eux en disant non mais attendez peut-être qu'on peut attendez on va changer de salle et on va aligner les photocopieuses et on va prendre une bonne décision. Photocopieuses, qu'est-ce que c'est drôle. Une des choses, tu disais que les réunions étaient filmées de manière extrêmement dynamique. C'est une des choses qui m'a marqué quand j'y ai pensé après, c'est peut-on faire un film sans faire d'exposition ? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement pas d'exposition, c'est-à-dire que c'est pas, on va prendre 10 minutes pour vous expliquer qui est qui. Non, allez, c'est bon, on met un bandeau et puis de toute façon on va. Oui, bonjour, je suis machin, ministre de la Culture. Voilà. Et il n'y a pas d'exposition, du coup ça va à une vitesse. C'est un vortex. Vous rentrez, le film vous happe, vous aspire totalement. C'est magique. Et alors, après, il y a un truc qui est très ambigu avec ce film, c'est que il est critique sans être critique. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment... C'est un film qui a été interprété de pas mal de façons différentes. Pour certains, c'est un film qui était directement une critique de ce qui s'est passé à Fukushima. Honnêtement, je pense que c'est le cas, mais pour d'autres, c'est un film qui a été pris comme un film très anti-gouvernement faible et donc pour un Japon fort qui s'émancipe des États-Unis parce qu'il y a tout un truc avec les États-Unis dans l'histoire qui est hyper important sur le fait que les États-Unis ont une part de responsabilité dans l'émergence de la bête. Et puis il y a un personnage d'une jeune femme américano-japonaise qui va avoir un rôle très important dans la deuxième partie du film avec un autre jeune poéticien japonais qui se voit déjà tous les deux plus tard président, premier ministre, etc. C'est un film qui peut être interprété de plusieurs façons différentes. On peut se dire en le voyant que c'est un film qui explique que le Japon doit être fort et indépendant pour exister. Donc plutôt une idéologie de droite et une critique d'un État trop faible, et voilà. Mais ça peut aussi être vu comme un film qui critique beaucoup une certaine forme d'incapacité à prendre des responsabilités quand il le faut, au moment où il le faut. Et notamment, et une fois de plus, directement en critique à Fukushima, quoi. Au final, le film prend pas vraiment son camp. C'est un peu peut-être la limite de tout ça, c'est qu'on est quand même dans Godzilla, on est quand même dans un truc très, très mainstream, on n'est pas chez David Simon, quoi. Même si j'aimerais beaucoup voir à quoi ressemblerait un Godzilla fait par David Simon, mais voilà. Mais en fait, tout comme Evangelion, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on peut vraiment chercher, suivant le discours que tu choisis de défendre, tu vas trouver des arguments, mais il se passe tellement de choses dans les deux, ça dure 2 heures, hein, mais je vous assure que vous ne les voyez pas passer. Il se passe tellement de choses en 2 heures que tu vas forcément trouver un petit élément, un échange de phrases qui va pouvoir te faire convaincre que le film veut dire ça, mais sauf que c'est oublié que 10 minutes après il y a avoir une autre petite phrase qui dit exactement l'inverse, et on peut aller plus loin, mais j'ai pas envie de raconter trop la deuxième partie, la deuxième heure du film sur comment ça se termine, alors qu'il y aurait beaucoup à dire, mais c'est l'idée assez maligne de la fin du film, qui va être mise en application durant la deuxième partie du film, et aussi une idée pas seulement sur la politique, c'est aussi une idée sur parfois il faut penser un petit peu out of the box, pour reprendre un langage LinkedIn, c'est-à-dire il faut penser un petit peu à côté et pas prendre la solution de facilité, et justement c'est aussi une manière de dire arrêtez d'utiliser les discours tout faits, tout formatés, arrêtez de choisir la solution de simplicité, prenez un peu de recul, quoi. Et je trouve qu'il y a tellement de choses à dire sur ce film, il est vraiment clairement, je suis d'accord avec toi sur le terme fou, il est fou par son rythme, il est fou par ce qu'il décrit, il est fou par ce qu'il montre, on a parlé, c'est un film d'effets spéciaux, mais c'est magnifique, il y a aucun...
moi je déteste les films que j'appelle bouillie numérique, MCU. Là il y a aucune bouillie numérique, c'est-à-dire que quand au tout début du film il y a une scène avec des bateaux qui sont charriés par le canal parce qu'il y a Godzilla qui arrive, enfin il s'appelle pas encore Godzilla à ce moment-là, on a vraiment l'impression de voir des bateaux et pas des maquettes ou de voir de la CGI toute naze, et c'est super chouette, c'est super beau. Évidemment il y a des scènes de porn de destruction comme c'est pas permis avec des immeubles. Alors là si vous aimez la destruction d'immeubles vous en aurez pour votre argent, mais c'est jamais faux, c'est-à-dire que tout était incroyable au niveau des effets spéciaux. C'était vraiment une claque, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire où on voit les effets spéciaux numériques, on sait que c'est du numérique, on sait que c'est faux. Là il y a un réel qui est assez dingue, alors que j'imagine qu'ils n'ont pas détruit tout Tokyo pour le film. Enfin, je pense que figure-toi, on en aurait entendu parler. La grandeur du Japon passe avant tout, et ils n'ont pas hésité à détruire Tokyo. Non mais et il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que ça c'est pour les fans de Godzilla, c'est c'est un des rares films où un des rares exemples, je trouve, de capacité à réinventer complètement une franchise tout en la respectant totalement. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que à la fois, on se retrouve avec un nouveau Godzilla qui est vraiment qui n'a rien à voir avec le Godzilla charismatique qu'on a connu précédemment. Là, c'est vraiment la terreur pure et dure, comme je l'ai dit. Et en même temps, il va réutiliser tout un tas d'éléments du passé, notamment des musiques. Il va reprendre directement des musiques utilisées dans des films de Godzilla des années 60. Il va s'appuyer sur un certain nombre de choses qui sont assez habituelles, et je trouve que c'est vraiment formidablement bien fait. Et en plus avec aussi ce truc de la temporalité qui est très présent dans Evangelion et qui revient encore là, finalement des longs moments de tension qui montent, et des moments d'action très rapides mais très intenses, et à nouveau des moments où en apparence tout est statique, mais où il y a tout un, où il y a l'acte suivant qui se prépare, et c'est assez magistral. Je trouve que c'est un film qui est vraiment, vraiment assez extraordinaire, et qui mérite vraiment d'être vu, et qui n'a jamais été distribué en France, et c'est mais pour faire un point, tout à l'heure on parlait de Show Me Your Hero, mais pour faire un point, je trouve qu'on a cette même qualité dans Show Me Your Hero, c'est-à-dire cette capacité que la série a à nous montrer deux scènes qui sont côte à côte mais séparées d'un an, et on comprend sans que ce soit expliqué, sans que ce soit souligné. Je parlais de finesse tout à l'heure, que il s'est passé un an. Et dans Shin Godzilla c'est pareil, on a 20 jours, on a les attaques qui durent une éternité, alors que finalement on apprend qu'il a été à peine 1 heure dedans, et on a 20 jours ou 4 jours ou 5 jours qui se passent en 2 minutes à peine, et tout reste toujours extrêmement compréhensible, et tout reste extrêmement fluide, et c'est cette narration-là qui est fluide, ça apporte énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais perdu, même si ça va parfois très vite. Voilà. Je trouve que c'était... Ah, on a perdu Sylvain. Non, Sylvain, reviens. Non, c'est juste... On te voit plus. Juste son image. Bon, voilà. Florence, toi, t'as pas eu le temps de le voir, je crois. T'as pas eu l'occasion de le voir. J'ai vu la moitié. mais quelle moitié? Non mais bon, déjà effectivement c'est bon, moi en même temps Godzilla à part les troncs de 98, sinon même ceux qui sont Godzilla, je trouve que même quand c'est pas bien, c'est bien quand même, souvent. et donc voilà, donc je vais terminer de le voir, c'est prévu, mais oui, c'est administration de movie. C'est ça. Et c'est super en fait, parce que moi ce que j'adore chez Godzilla, c'est que depuis des décennies on parle de tout en fait avec Godzilla, quoi. C'est vraiment tu vois, c'est toujours un super prétexte, et en même temps il a des super méchants contre lui, il a tout, et du coup je trouve ça comme tournure, comme approche, je trouve ça super intéressant, quoi. Alors, on parle beaucoup aussi de monstres qui se tapent dessus quand même, c'est quand même le... Ouais, mais c'est rien que ça. Tout. Puis en plus, c'est dans Godzilla qui a Mothra, et j'ai une passion démesurée pour Mothra, en fait. Et ce qui est bien dans Godzilla aussi, dans Shin Godzilla, c'est que quand effectivement, comme moi, on est assez fan d'Anno, il y a plein de moments où t'es en mode genre, ouais, j'ai la ref grand.
Mais c'est très rigolo et c'est justement fait avec grande subtilité, notamment je trouve sur les scènes de foule ou sur les scènes d'évacuation où là on se dit il y a un petit truc, ou sur le fait qu'il y ait beaucoup de texte parfois à l'image ou des choses comme ça où on sent que c'est un peu ces marques de fabrique. Mais enfin voilà, moi je l'ai vu et j'ai trouvé, je suis pas particulièrement fan de Godzilla, je préfère prévenir qu'on n'est pas, mais j'ai surkiffé. Bon, bah écoute, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que juste après ce podcast, Sylvain, il va faire tout The Wire et David Simon et tous les Godzilla du début. Hein. J'ai 2 écrans, je ferai un sur chaque, je pense que je comprendrai tout. Voilà, large. Non, bon. par contre, alors, des Godzilla, effectivement, dans celui-là, vaut mieux pas partir. Mais un truc que j'ai oublié de dire sur Show Me Your Hero et sur David Simon en général, c'est que c'est des séries, on évite de faire ça pendant qu'on fait son repassage, sa cuisine et tout, si on veut un petit peu suivre. C'est un peu des séries où quand t'as loupé 10 minutes, tu reviens en disant mais qu'est-ce que Shin en Godzilla, fait c'est pareil. C'est pire. Oui, voilà, c'est pareil. Mais les vieux Godzilla, par contre, c'est beaucoup plus simple. Oui, en termes de narration, tu peux éventuellement aller faire pipi et revenir. Ça, normalement, ça, c'est bon. Tu suis. J'irais pas jusqu'à dire que Shin Godzilla, tu clignes des yeux, tu comprends plus rien, mais parfois ça va assez vite. Bon, écoutez, on va s'écouter un jingle et puis on va aller sur plouf-plouf.fr. Yes. Intelligent, ah oui, très au-dessus de la moyenne. Répugnant, oui, on n'a jamais vu plus répugnant. Émouvant, très émouvant. Sinistre, oui. Drôle, oui. Vous allez voir, très drôle. Alors fascinant, certes. Alors il est exceptionnel, oui. C'est un monstre, un vrai si j'ose dire, comme il n'en existe plus. C'est Godzilla. Mais c'est aussi le fruit monstrueux, vénéneux, mais inévitable d'une époque. C'est tellement Godzilla. Et nous aussi. Ok, surtout nous. Bon. On avait demandé aux gens, parce qu'on est comme ça, de nous envoyer sur Twitter des propositions à mettre dans le choix-pot. Je les ai tous notées. Ah, c'est cool. Moi, je vous propose qu'on mette chacun notre proposition, soit qui vient de Twitter, soit que vous avez récupéré vous au cours de vos tirages au sort. Et puis, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute 2 ou 3 de Twitter? Ouais, on peut faire ça. Ouais. Allez, faisons ça. Est-ce que Sylvain, t'as déjà ton choix personnel à toi? Alors j'ai pas de choix personnel, mais il y a un truc qui m'a fait rire, qui est au pif, qui est la représentation de Fresnel. Je pense que vous connaissez tous, vous savez tous ce que c'est. C'est la représentation de Fresnel, ou le diagramme de Fresnel. C'est un outil graphique qui permet d'ajouter, de soustraire, de dériver et d'intégrer des fonctions sinusoïdales de même fréquence. Et vice versa. Et voilà. Donc je me suis dit, bah voilà, on n'a jamais parlé physique, donc on a, avec l'histoire des femmes de la NASA, on n'était pas loin quand même. Pas loin, mais... Bon, alors tu m'en veux pas, mais j'ai noté diagramme de machin dans plouf-plouf.fr. Ça passe. Toi t'as quoi, Florence? T'as quelque chose? Moi j'ai quelque chose, j'ai Chinkultic. Chinkultic ou Chinkultic, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de la prononciation, qui est un site archéologique mexicain renommé pour son mirador de l'âge classique. Pas le Mexique encore. Non, mais c'est pour les Mayas et tout, en fait, j'aimais bien. Et puis pour le, tu vois, on n'a pas fait les Mayas. On a fait le Mexique, mais on n'a pas fait les Mayas. Et toi, Martin? Alors moi, j'ai choisi une liste de chiens de fiction. Parce que... Ah, punaise. Oh la vache. Parce que voilà quoi. Donc j'ai une liste de chiens de fiction qui rassemble une liste de chiens de personnages canins présents dans des œuvres de fiction. Et ils y sont tous, enfin je veux dire, tous les meilleurs chiens de fiction de l'univers sont là. Galuron, Idéfix, Crypto. L'élite. Alors moi, l'élite canine. Je vous propose qu'on rajoute de Twitter, si ça vous va, celui qui a été proposé par Clégio de la Mage, qui est la page Wikipédia des œufs pochés.
On n'a jamais fait cuisine. Le pochet est un œuf cuit entier sans sa coquille dans un liquide frémissant, eau, vin, bouillon, consommé et lait. Il est à la base de nombreuses recettes servies avec des sauces diverses ou utilisées comme garniture, soupes et salades. Voilà, comme ça, on a 4. On a un de Twitter, un chacun de nous. Et c'est plouf-plouf.fr qui va choisir. Oui, est-ce qu'on n'en choisirait pas chacun un de Twitter en plus de chacun des nôtres à nous? Ah oui, bah voilà, moi j'ai choisi le mien. Faisons ça. Alors vous avez le choix. Vous avez la liste ou je vous la redonne? Ouais, attends, je l'ai. Vous avez Bibi la purée. Ah ouais. Une français de Maurice Champreau. Incroyable, je ne connaissais pas Bibi la purée. Du coup, j'ai découvert Bibi la purée à cette occasion. Vous avez le Libertalia. Moi, je veux ça. D'une supposée colonie libertaire fondée par des pirates sur l'île de Madagascar qui aurait existé pendant environ 25 ans. Moi, je mets ça, c'est incroyable. On l'a dit. Umberto Ortalini, qui est un entrepreneur italien, qui est membre dirigeant de la loge maçonnique Propaganda Du. Et enfin, Mae Marsh, qui est une actrice américaine née le 9 novembre 1894. Et on en profite pour remercier, si je trouve ma fenêtre, à Underscore, Julien, qui nous ont proposé tout ça. Je crois que j'ai oublié personne. Et Séverine aussi, Tamala75, qui nous a proposé Mae Marsh. Ouais, il y a Nicolas Ponty, pardon. Un très beau chapeau sur la photo de Wikipédia, ce qui fait que je choisis Mae Marsh pour son chapeau. Allez. Je partage mon écran, vous voyez que... Oui. Vous voyez qu'il n'y a pas de triche. Regardez votre appareil de balado-diffusion. Je suis trop tendu, j'ai trop peur. J'ose pas. Ah ouais, vas-y. Allez, ça tire au sort. Plouf, là, c'est le roulement de tambour. Plouf, plouf. Et c'est... putain. putain. Tu peux refaire si tu veux, Martin, on s'en fout. Non. C'est contrôlé par ici et par plouf-plouf.fr. Chinculnik est un site archéologique mexicain renommé pour son mirador de l'âge classique. Le premier archéologue à visiter Chikulnik fut Garen W. Love en 1958. Ah bah on a 1958, on a Love. Donc du coup sur Love on peut aller sur plein de trucs. Directeur de fouilles de la New York moi vraiment l'archéologie et les Mayas ça me tente. Voilà, donc voilà. Moi, alors je sais pas, je pense que quand l'épisode sortira, ce sera fait, donc je vais en parler au passé. J'ai vu qu'Alexico jeudi dernier, c'était génial, c'était ouf, c'était oufissime au Trianon, un Trianon chauffé comme c'était pas permis. Donc peut-être que je reparlerai de Calexico, mais il y a peu de chance. Tu sais que quand j'ai vu Mirador, je me suis dit on pourra reparler de Calexico. J'en étais sûr parce que c'est la chanson El Mirador qui ouvre le nouvel album de Calexico. Qui s'appelle d'ailleurs El Mirador. Oui, qui est d'ailleurs le nom de l'album. Eh ben, merci beaucoup, merci Florence, merci Sylvain. Merci Martin. À vos occupations respectives. @S20B sur Twitter. @S20B sur Twitter. Sur le Twitch de Froggy Delight, une fois tous les 15 jours, la mare aux grenouilles. Tous les soirs, un live de jeu avec des vrais joueurs, pas moi. Et des concerts sur Twitch, des sessions au Walrus Café à Paris, dans le 10e arrondissement, une fois par mois. Donc n'hésitez pas, suivez-nous, Froggy Delight sur Twitter, tout simplement. Florence, F tout court sur Twitter. F tout court sur Twitter et puis venez aussi sur la page du random nous dire que vous nous aimez ou pas et puis ou vous nous détestez. Ou vous nous détestez, il n'y a pas de... Et comme toujours, on attend la toute fin de l'émission pour dire que si vous aimez, les 5 commentaires et 5 étoiles. C'est ça. Parce que je rappelle que la justice n'est pas affaire de popularité, mais le podcast par contre, oui. Oui. Mais je crois que je mettrai cette phrase-là qu'on entend maintenant, qui dit qu'il faut mettre 5 étoiles au podcast sur partout où vous pouvez, au début de l'émission. Comme ça, au début de l'émission et à la fin de l'émission. Voilà. Ouais, puis comme ça, s'ils le mettent au début, même s'ils aiment pas, c'est trop tard en fait. Ils l'ont mis. C'est ça. C'est comme dans les histoires qui commencent par la fin, quoi. C'est ça. On a un glimpse de la fin au début, et voilà. D'ailleurs, je reviens juste quand même sur... on est noté comme the only podcast worth listening to in a space car par Elon Musk sur Apple Podcast, ce qui est un petit peu notre fait de gloire quand même. J'en ai fait un t-shirt, je vous préviens. Mais évidemment. Et un NFT, j'en fais un NFT de 18. C'était sûr. C'était sûr. Allez, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Ciao. Ciao. Au revoir.